2022, l'année de tous les clouds. Tel est le titre de la conférence que Adrian Komachevski, développeur Relation chez Vision, va nous donner maintenant. Bonjour Adrian. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour me permettre d'exposer un petit peu ce qu'on fait avec le cloud. Merci. Alors, bienvenue à tous et merci pour être ici. Voilà, alors comme Victoria l'a dit, je suis Developer Relations chez Vision. C'est une société à Zurich qui existe depuis 2014 et on est 40 Visioneers, comme on s'appelle entre nous à côté de la gare de Zurich, et on est les spécialistes suisses du cloud et particulièrement d'une technologie dont je vais parler un tout petit peu aujourd'hui qui s'appelle Kubernetes. Alors, on est partenaire d'un certain nombre de sociétés. Donc, vous allez voir certains logos sur les slides. Certains vous paraîtront peut-être connus, d'autres moins. C'est pas grave. On va en parler. Je vais vous donner un petit peu une image globale de ce qu'est le cloud aujourd'hui dans le monde et particulièrement en Suisse. Aussi, dans le travail qu'on fait chez Vision, on a notre propre plateforme qui s'appelle Appuio. C'est une plateforme basée en Suisse dans laquelle nos clients font tourner leurs applications et leurs services. Et on a plein de projets, ce qu'on appelle open source, en code libre, d'accès ouvert par tout le monde. On publie énormément notre travail et de cette façon, on retribue à la communauté une grande partie de ce que nous, on prend aussi pour notre travail. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui ? Très simplement, tout d'abord, je vais vous donner un petit peu d'informations par rapport à qu'est-ce que le cloud et pourquoi le cloud est important pour votre travail partout et dans toutes les industries, dans quelque industrie que vous soyez, pourquoi les concepts de cloud sont-ils importants. Je vais vous donner une petite histoire aussi, parce que finalement, comprendre où est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on est arrivé ici. Un petit peu de terminologie, qu'est-ce qu'un SaaS, un PaaS, un IaaS et tout ça. On va voir un petit peu pour que vous ayez un minimum de vocabulaire pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. On va en parler du cloud en Suisse, évidemment, et je vais vous donner un petit peu d'informations par rapport à quelque chose que vous entendrez super souvent autour de conversations du cloud, c'est le thème du DevOps. Alors, qu'est-ce que le DevOps? On va en parler aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on démarre avec la question de base. Qu'est-ce que le cloud? Eh bien, le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Vous louez du temps de process, une CPU par exemple, un processeur quelque part dans un data center de Amazon ou de Microsoft comme ça, et vous payez à la minute, à l'heure, par utilisation. Il y a différents moyens de louer cette puissance. Vous pouvez louer aussi du stockage. Vous pouvez louer des disques durs dans lesquels vous allez garder vos données. Pourquoi? Parce que souvent, il est difficile de garder chez soi des pétabytes de données. Par exemple, si vous êtes dans la recherche, si vous faites de la vidéo, vous faites des podcasts, vous avez peut-être une quantité faramineuse de données que vous ne pouvez pas stocker chez vous. Vous pouvez louer du stockage. C'est bien moins cher que Dropbox, en fait. C'est un peu pas aussi facile à y accéder, mais c'est quand même pas très compliqué. Et vous avez l'option de stocker vos données. Et évidemment, on se pose la question de où sont mes données. Eh bien, c'est pour ça aussi qu'on va parler aujourd'hui du cloud en Suisse. Alors, d'où vient le mot cloud? C'est une question qu'on a eu souvent, nos clients nous ont fait souvent cette question, et c'est une réponse tout simple. Il se trouve que dans les diagrammes qu'on utilise à niveau technique pour expliquer l'Internet, depuis les années 70, on a utilisé un nuage. C'est aussi simple que cela. Donc, du coup, la presse spécialisée déjà dans les années 90 a utilisé le mot cloud pour désigner des services qui se trouvent là-haut quelque part dans les nuages, justement. Et finalement, ce mot cloud est passé dans la presse générale, donc c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui normalement, et tout le monde identifie certains services comme étant des services du cloud. Mais on va voir exactement à quoi ça rime. Mais grosso modo, ce que vous voyez là, dans le slide précédent,
ce que vous voyez là, c'est grosso modo les deux briques de base du cloud. On va en parler aussi, c'est les serveurs, c'est des machines qui tournent vos programmes, et des données, donc du stockage de données. Voilà les éléments de base du cloud. Donc pour l'évolution historique, c'est assez simple. En fait, après l'explosion de la bulle Internet en 2000, il y a eu une grande redistribution à niveau des grands noms de l'Internet. Et alors que le Web 2.0 démarrait gentiment grâce au blog, au podcasting et autres nouvelles technologies qui étaient disponibles sur le web, on a eu l'apparition entre 2004-2005 jusqu'à 2008-2010 des services cloud. Le premier a été Amazon. Amazon Web Services est apparu en 2000 déjà sous le nom, ça avait un nom, c'était un système qu'ils avaient créé pour créer son propre système de e-commerce. Je me rappelle pas le nom en ce moment précis, mais l'évolution de ce premier service, ce premier prototype, a donné en 2004-2005 le premier service qui est S3. Ça s'appelle S3. C'est un service de stockage. C'est le premier qu'ils ont mis en ligne. On pouvait louer pour avoir des disques durs en ligne. Ça s'appelle S3 parce que ça veut dire Simple Secure Storage. En fait, ça a été le premier service. Ensuite, on a eu EC2. EC2, c'est le Elastic Cloud Compute de Amazon, qui sont des machines, des ordinateurs, des machines virtuelles, si vous voulez, dans lesquelles vous pouvez faire tourner vos programmes. Alors déjà, en 2005, on avait chez Amazon les deux briques de base de notre cloud. Google ne s'est pas fait attendre. En 2008, ils ont proposé leur propre système de compute, de calcul, appelé le Google App Engine, et leur système de stockage a été mis en place et disponible déjà en 2010. Microsoft Azure, qui venait un peu en retard, a très vite rattrapé le retard avec une offre qu'aujourd'hui on appelle Microsoft Azure, qui est le cloud de Microsoft. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en Suisse entre-temps? Alors, tout d'abord, les grands noms du cloud, Amazon, Microsoft et Google, n'ont pas ouvert tout de suite des data centers ici dans notre pays. Donc, il y a quelques acteurs qui se sont imposés très vite, d'une façon très smart, qui ont proposé des services similaires déjà en 2011 avec Exoscale. En 2014, il y a Cloudscale. Exoscale, c'est une société romande basée à Lausanne qui maintenant appartient au groupe A1. C'est un groupe multimédia autrichien, donc c'est toujours européen, c'est très intéressant. Cloudscale, c'est une société zurichoise qui propose grosso modo la même chose, du compute et du stockage. C'est toujours les deux briques, rappelez-vous, du compute et du stockage, et avec des serveurs qui sont localisés en Suisse, avec toute la sécurité, la transparence et les règles de privacy qui sont une des meilleures au monde, qui sont les Suisses. Évidemment, l'intérêt global les problèmes globaux de sécurité et de privacy ont amené les grands noms du cloud, donc Google, Microsoft et bientôt Amazon Web Services, à s'installer en Suisse aussi. Donc le premier était Google Cloud en 2019. En 2020, on a eu Microsoft Azure qui a ouvert des data centers ici en Suisse, et AWS a annoncé au début de cette année leur intention d'ouvrir finalement une série de data centers ici en Suisse. Donc, comme je l'ai dit tout d'abord, je reviens sur cette notion qui est une notion de base. Peu importe le système que vous choisissez, Amazon, Cloudscale, Exoscale, les services de base, les briques de base avec lesquelles vous allez utiliser le cloud dans votre travail, c'est toujours les mêmes. On a du compute pour pouvoir exécuter des programmes, du stockage pour pouvoir garder vos données, et de la sécurité. Voilà, ça c'est important. Pourquoi? Parce que de cette façon, vous pouvez définir avec des règles simples qui peut accéder à quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tous les providers, peu importe que ce soit Cloudscale, Exoscale, AWS, etc., tous proposent cela. Et avec ces trois briques de base, on a ce qu'on va voir dans le schéma suivant, qui sont les trois mots magiques que vous allez voir partout dans les discussions à propos du cloud. C'est le IaaS, le PaaS
et le SaaS. Peut-être que vous avez entendu plus souvent le mot SaaS, SaaS, c'est le Software as a Service. J'aime beaucoup ce diagramme en forme de pyramide qui donne une idée très simple de ce que l'on parle lorsqu'on parle de ces trois concepts. Les trois briques de base dont j'ai parlé précédemment sont tout en bas de l'échelle. Tout en bas. La partie la plus basse de cette pyramide, c'est l'infrastructure as a service. Et l'infrastructure comme un service se base justement sur les trois piliers de compute, storage, et sécurité. C'est pour ça que là apparaissent les gros noms que l'on a mentionnés jusqu'à maintenant, Google Cloud, AWS, mais il y a aussi Hetzner que j'ai pas mentionné, c'est une société allemande assez populaire dans le domaine aussi du cloud. Il propose aussi du stockage et du compute services, juste ici en Allemagne, avec d'excellentes performances et un excellent service. Donc on l'utilise aussi chez Vision, bien entendu, pour nos clients allemands. En dessous, on a ce qu'on appelle le Platform as a Service. Le Platform as a Service vous permet, c'est une offre qui est dirigée principalement aux développeurs, si vous voulez. C'est-à-dire que la couche la plus basse de cette pyramide est dirigée d'abord aux opérateurs et aux spécialistes réseau et de câblage de réseau qui vont faire une infrastructure pour votre société. En dessus, au niveau PaaS, il y a vos développeurs. Vos développeurs vont utiliser les services de PaaS, de Platform as a Service, pour créer des nouvelles solutions. Par exemple, dans le cas de vos sociétés, ça peut être des systèmes de mailing, ça peut être des systèmes de gestion, un ERP, un CRM. Ce genre de système, vous pouvez les créer en dessus d'un PaaS. Et c'est pour ça qu'ils deviennent du Software as a Service. C'est pour ça que tout en haut, j'ai mis des logos qui rappellent des noms très très connus dans le monde du software as a service. Par exemple, Office 365, Gmail, ou dans le cas de la Suisse, on a par exemple ProtonMail ou Doodle, qui sont des noms extrêmement connus à niveau international aussi, ou Slack, qui est un chat qui est utilisé grosso modo par toutes les sociétés de la planète. Donc voici la structure des bases des trois couches qui composent le monde du cloud. Tout ce que vous voyez dans le monde du cloud est quelque part dans une des couches dans ces systèmes. Évidemment, le niveau SaaS tout en haut est dirigé aux utilisateurs finaux. C'est pour ça que, en tant qu'utilisateur, vous allez sûrement entendre le mot SaaS dans la discussion ou dans la presse, évidemment. Par contre, qu'est-ce qui se passe en Suisse ? Et c'est le slide suivant. Voilà. Dans le slide suivant, j'ai ramené un petit peu tous ces noms pour des acteurs helvétiques dans lesquels on voit qu'il y a quand même un foisonnement assez intéressant. On a, comme j'ai mentionné, Exoscale et CloudScale qui proposent des services de IaaS de façon locale. On n'a pas AWS pour le moment. Ça vient, ça a été annoncé. En tant que plateforme as a service pour les développeurs, il y a Puyo. Et là, je fais un petit peu de la pub, mais c'est clair qu'on est très fiers de notre plateforme. Et à niveau de software as a service, je ne peux me passer de mentionner Doodle et ProtonMail, mais il y en a tellement d'autres que le slide ne suffirait. Mais on a quand même un foisonnement assez intéressant de sociétés qui travaillent localement dans notre pays, qui offrent des services d'une qualité exceptionnelle avec des règles de sécurité qui sont, faut-il le dire, excellentes et d'une grande renommée internationale. Alors, chez Vision, on effectue toutes les années une enquête auprès de nos clients pour connaître l'état du DevOps. C'est comme ça que ça s'appelle. Il y a le lien sur les slides. C'est vision.ch/DevOps Report 2020 et DevOps Report 2021. Et en 2019, on a fait l'analyse, on a demandé à nos clients quel fournisseur de cloud utilisaient-ils. Alors, en 2019, le grand gagnant était Amazon. En fait, Amazon et Microsoft Azure se partageaient grosso modo 50% du marché et tous les autres players se partageaient le marché. Par contre, il y a quelque chose qui nous a surpris énormément en 2020, et c'est dans le slide suivant, c'est que il y a eu une augmentation assez impressionnante, assez bluffante de Microsoft Azure entre 2019 et 2020. C'est clair que l'apparition de Microsoft Azure dans le marché helvétique a été
quelque chose de très positif pour beaucoup de sociétés qui travaillaient déjà avec Microsoft, qui étaient déjà à l'aise avec leur système et qui utilisaient déjà Teams, Office, Windows, bien évidemment, et autres services comme Skype, LinkedIn, même qui appartient aussi à Microsoft. Donc maintenant ils sont en train de grandir à une vitesse énorme. C'est quand même un player qu'à niveau international, Amazon a à peu près entre un tiers et la moitié du marché global international, mais cette part de marché a stagné dans les dernières années, alors que celle de Microsoft a grandi de façon assez spectaculaire. Donc, les résultats qu'on a vus dans le marché suisse, c'est grosso modo, ça correspond grosso modo à la situation internationale. Donc, c'est quand même assez intéressant. Voilà un petit peu un panorama de ce que les sociétés suisses font avec le cloud. Maintenant, le gros problème qui se présente lorsque les sociétés vont vers le cloud, c'est de se dire, voilà, mais si je mets tout chez Amazon, comment est-ce que je peux ensuite prendre mes programmes et les faire tourner ailleurs? Moi, je ne veux pas être attaché pour toujours chez un fournisseur. Alors, il se trouve que c'est un problème que beaucoup de sociétés ont eu ou ont aujourd'hui dans le marché du cloud, et c'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle le projet Kubernetes. Alors, Kubernetes, c'est un nom grec qui veut dire personne ne sait comment ça se prononce. Et c'est assez triste. J'ai demandé à des Grecs comment est-ce qu'on prononce le mot Kubernetes, et ils m'ont dit Kubernitis. Voilà, ça c'est la prononciation officielle en grec. Vous allez entendre peut-être plusieurs mots. Pourquoi j'insiste sur ce projet? C'est parce que c'est la solution actuelle à niveau standard, global, sur le cloud, pour la portabilité de vos applications. C'est-à-dire que si vous développez une application pour Google Kubernetes, comme le montre le slide suivant, par contre, votre solution peut tourner sur AWS, Exascale, Azure, peu importe. Vous pouvez faire tourner vos solutions Kubernetes sur toutes les plateformes. Kubernetes n'appartient pas à Google, donc a été développé originellement par Google, peut maintenant fait partie du portfolio d'applications de la Cloud Native Computing Foundation. C'est une association sans but lucratif aux États-Unis qui est un porte-manteau, une société porte-manteau qui garde et fait évoluer toutes ces plateformes, parmi elles Kubernetes. Donc c'est un système ouvert, complètement de code ouvert, et qui est devenu en 5 ans le standard absolu. Le 90% de nos clients utilisent Kubernetes. On le voit au jour à jour. C'est une plateforme qui a un développement massif et très impressionnant de capacité. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le thème de Kubernetes, parce que vous allez entendre ce mot très très souvent. Très très souvent. Donc, rappelez-vous, si vous voulez de la portabilité pour vos solutions cloud, il faut penser Kubernetes aujourd'hui. Le dernier point dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un autre mot que vous allez entendre partout en association aux technologies cloud, c'est le mot DevOps. Alors, le DevOps, il y a un grand hype autour. C'est assez à la mode. C'est un terme dont on parle énormément. Mais c'est un terme qui a évolué grâce à l'évolution technologique depuis les années 70, 80, 90. On a vu une évolution. Donc, on est passé de l'ère des mainframes de IBM aux applications client-serveur dans les années 90. Et maintenant, on est sur le cloud. Ce qui est important de voir, c'est que les cycles de développement se sont accélérés. Dans les années 70, on prenait des années pour mettre sur place un nouveau système. Maintenant, on le fait dans des semaines. C'est des rythmes extrêmes. Les risques sont diminués, les coûts aussi sont diminués, parce que avant, on dépensait peut-être des millions de dollars pour une solution. Maintenant, c'est quelques dizaines de milliers, voire une centaine de milliers de francs, et on a un système d'une capacité impressionnante. Les risques ont diminué aussi. Avant, un problème dans le développement d'un logiciel pouvait coûter la vie à l'entreprise, coûter littéralement une faillite à niveau d'une entreprise. Maintenant, c'est juste un petit projet, on redémarre le projet ensuite. On voit qu'il y a eu une évolution dans la rapidité de la création de logiciels. Et pourquoi c'est cela? C'est parce que le logiciel est en train de manger le monde, comme dit Marc Andreessen,
dans mon slide suivant. C'est un article qui a été écrit dans les années 2011, 2010-2011, et qui donne le ton. Donc Marc Andreessen, c'est qui? C'est le fondateur de Netscape. C'est pas n'importe qui, c'est un grand pionnier de notre industrie. C'est quelqu'un qui a démarré le web en tant que plateforme commerciale. Et il a écrit cet article qui a marqué un point de repère pour l'industrie. Pourquoi? Parce que maintenant, toutes les sociétés font des logiciels. Donc, c'est pas seulement des sociétés comme Microsoft qui font des logiciels aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les agences de marketing qui doivent faire des logiciels. C'est les agences web qui font des logiciels, bien entendu. C'est les pharma qui font des logiciels. Donc, toutes les sociétés sont des sociétés de software aujourd'hui. Donc, toutes les sociétés doivent, d'une façon ou d'une autre, s'adapter à ces temps nouveaux et apprendre à développer des logiciels de la meilleure façon possible. Et justement, le grand problème des grandes sociétés, c'est qu'il y a souvent, étant donné la hiérarchisation des structures, il y a souvent une différence, une séparation assez nette entre les équipes de développeurs et les équipes d'opération de leurs applications. Il y a un graphique qui est assez parlant, qui est dans le slide suivant, qui justement montre cette séparation. On a les équipes qui développent des logiciels et les équipes qui les mettent en fonctionnement, qui leur font des updates, etc. Le DevOps vient cracher, vient détruire cette barrière. C'est le slide suivant, exactement. Avec quoi? Avec, justement, si vous voyez sur le slide, il y a la collaboration, il y a l'intégration continue, il y a l'infrastructure en tant que code, etc. Tout ce genre de termes compose le terme DevOps qui vient ouvrir la brèche, qui vient ouvrir cette séparation entre les équipes de développement et d'opération pour qu'elles puissent collaborer ensemble. Donc, on est dans une évolution du monde d'Agile. C'est pas seulement de l'agilité, on est allé au-delà de ça, on peut réussir plus de qualité, plus souvent, avec une plus grande fréquence. Donc, comment on réussit cela? C'est grâce aux 3 voies du DevOps. Le premier principe, c'est le principe du flow, le principe du flow permet un flux de travail et de nouvelles features des équipes de développement en production. De cette façon, on peut voir et avoir le principe du feedback, c'est-à-dire que les utilisateurs vont nous dire ce qui marche ou marche pas pour eux. Donc ça, c'est super important. On a le flux de nouvelles fonctionnalités et on a le feedback des utilisateurs. Et cela couplé à de l'apprentissage continu et à l'expérimentation, ce qui demande une certaine culture d'entreprise. Faut-il dire, on peut faire que des sociétés qui auparavant ne faisaient jamais des logiciels puissent faire une concurrence correcte et puissent survivre dans un marché qui est devenu assez porté sur la technologie. Et c'est pour ça que le DevOps est important. Mon dernier message pour aujourd'hui, c'est si vous êtes intéressé sur le thème du DevOps, je ne peux que vous recommander ce livre, le Phoenix Project. C'est une nouvelle, c'est un roman écrit par Gene Kim qui raconte l'histoire d'une équipe d'IT dans un projet qui est en miettes, dans un projet qui est dans des graves problèmes et comment ils se sont sortis grâce à du DevOps. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pourquoi? Parce que pouvoir bien utiliser les technologies du cloud, ça veut dire aussi changer certaines mentalités et évoluer dans la direction du DevOps. Voilà. Merci Adrian, c'était très complet. On voit l'évolution de cette partie du web qui est vraiment hallucinante. Effectivement, les coûts ont baissé, donc ça permet aussi, comme tu disais, d'avoir plus de stockage à moindre prix, avoir une rapidité, donc pouvoir faire des projets à plus grande ampleur qu'on ne pouvait pas faire avant parce qu'il coûtait trop cher. Si on revenait un petit peu au monde de l'entreprise, vu que Marketing 21 parle des marketeurs, ce DevOps, c'est le nouvel allié du marketeur qui, lui, doit aussi imaginer de nouvelles applications, de nouveaux logiciels pour son entreprise. Absolument, absolument. Et ça, on le voit avec beaucoup de sociétés qui utilisent cette approche, par exemple, pour faire du A/B testing. C'est-à-dire que vous avez le même système, la même application, avec des changements, par exemple, la position du bouton d'achat, la position de certains éléments sur la page, et vous divisez votre trafic en 2 parties.
et vous évaluez l'effectivité et le nombre de ventes que vous avez eues à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, suivant les différentes approches. Donc, ce A/B testing vous permet de vous positionner, d'optimiser votre service web, par exemple votre système d'achat électronique, et de augmenter vos ventes. Donc, on voit des sociétés en Suisse qui se sont spécialisées sur cela et qui utilisent le DevOps pour pouvoir continuellement modifier les systèmes et voir les habitudes d'achat des consommateurs. Et de cette façon-là, avoir une réponse directe du marché. Et on est dans du live. Donc, on est en train de regarder le marché dans les yeux et de s'adapter et de maximiser la capacité à faire du profit, grosso modo. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que ça nécessite aussi une agilité dans la structure de l'entreprise, parce qu'on a vu ce que les développeurs ont réussi à casser comme silo. Maintenant, il faut réussir à le casser aussi au sein de l'entreprise, où on avait avant le monde de la communication, du marketing, de la vente. On voit que la communication et le marketing se sont mis ensemble parce que effectivement les outils permettent aujourd'hui d'avoir des données et donc d'être beaucoup plus efficients et efficace, donc ça permet de pouvoir mettre les deux ensemble, mais il n'y a pas encore cette brique technologique qui est entrée dans le monde du marketing. Donc, est-ce qu'il faut maintenant former les marketeurs ou prendre que des digital marketeurs pour pouvoir parler avec ce DevOps? Alors, moi, je suis toujours partidaire de l'option de l'éducation. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin de devenir un développeur pour avoir la connaissance nécessaire pour parler avec des développeurs, pour pouvoir leur donner les raisons par lesquelles on devrait essayer différentes approches. Donc, il est super important que les sociétés cassent ces murs, tels que tu l'as dit. Il faut casser les murs entre ops et développeurs, mais il faut casser les murs aussi entre communicateurs, marketing, décisionnels, etc., pour que toute la société fonctionne comme une entité organique qui va dans un but précis, dans une direction précise. Donc, il n'y a pas un expert, il faut juste connaître quelques mots et s'intéresser, parce qu'il y a aujourd'hui un enjeu capital, c'est que les sociétés sont de plus en plus en train d'utiliser du logiciel et certaines vraiment ont de la peine, beaucoup de la peine. Celles qui n'en ont pas sont en train de manger le marché. Donc, c'est un enjeu capital à niveau de part de marché, et on a vu ça dans plusieurs industries, notamment dans le pharma, dans le médical, on a vu ça dans les finances. Il y a même pas besoin de le dire, dans les finances aujourd'hui, il y a une emprise totale et les sociétés se font de la concurrence des développeurs pour pouvoir faire du profit sur des marchés live. Donc, c'est quand même assez important, c'est assez intéressant, et je pense que cette ouverture bénéficie les sociétés au-delà du DevOps. L'ouverture de faire que les développeurs connaissent les nécessités de marketing et de communication et de décisionnel. Autant que changer les habitudes et ne pas faire comme on faisait à l'époque de cette émission de télévision de IT Crowd, où les gens de IT qui se trouvent dans le sous-sol de leur bâtiment, ils sont complètement oubliés. Faut casser ça. On peut plus continuer comme ça. Les sociétés ne peuvent plus faire de la concurrence de façon correcte avec cette approche-là. Le IT, il faut qu'il soit une partie intégrante des sociétés, comme le marketing, comme le décisionnel. D'ailleurs, le mot développeur est plus accepté que l'IT. Effectivement, l'IT, c'était le responsable informatique qui était tout en bas, la porte à gauche, introuvable, alors que le développeur fait partie des équipes. Alors, juste, nous arrivons à la fin de cette keynote. Juste pour avoir une petite vision par rapport au futur, on parle déjà maintenant d'informatique quantique. Est-ce que ça veut dire que tout cet édifice que tu nous as présenté va disparaître dans, je ne sais pas combien de temps, ou c'est quelque chose en plus? Juste, alors, pas pour entrer dans la définition de ce qu'est le quantique, mais juste pour nous donner un petit le what's next. Oui, alors, on en parle très longtemps. Je crois qu'il y a on arrive à compter les ordinateurs quantiques opérationnels avec les doigts d'une main pour le moment. Donc, il y a de la concurrence entre Google, IBM et autres. A vraiment quelque chose qui soit en train de se passer, c'est extrêmement expérimental. Je pense qu'il faut attendre quelques décennies. Par contre, là où il y aura un changement assez impressionnant à niveau du quantique, c'est par rapport à l'encryptage des données.
c'est-à-dire l'encryptage, c'est la base de la sécurité informatique aujourd'hui, et se base sur des principes mathématiques par lesquels il est très difficile de deviner un secret. Voilà, ça c'est le principe de base qu'on applique d'un point de vue mathématique, n'est-ce pas? Or, il se trouve que c'est très difficile grâce à la technologie actuelle. Avec la technologie actuelle, il est très difficile de deviner votre mot de passe de Gmail. Voilà. Par contre, ce sera extrêmement facile. Et quand je dis extrêmement facile, ce sera dans les millisecondes de facile avec un ordinateur quantique qui a des façons de structurer les données, les programmes qui sont radicalement différentes de l'informatique d'aujourd'hui. Donc, à ce moment-là, il y aura vraiment une redéfinition globale de qu'est-ce qu'un secret. C'est aussi simple que ça. Comment je fais pour me connecter à Amazon et mettre mon numéro de carte de crédit sans que quelqu'un puisse le choper? Cette question de base, il faudra se la reposer. Par contre, moi je pense qu'on a encore pour quelques décennies, voilà. Il n'y a pas le feu là. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Merci Adrian pour cette très intéressante keynote. Merci. Merci à toi.